France Inter. France Inter. Le téléphone sonne. Christelle Rebière. Un défilé militaire en mode combat, comme sur le champ de bataille, avec des hélicoptères au-dessus des chars et même sous les ailes des Mirage 2000, des maquettes de missiles de croisière. Le dernier défilé militaire de l'ère Macron ce matin se voulait spectaculaire pour illustrer le réarmement de l'Europe, la solidarité avec l'Ukraine, présente dans le défilé et en tribune officielle avec la présence des membres de la fameuse coalition des volontaires, illustrer aussi notre propre réarmement et la modernisation de nos armées. Les Français saluent à une écrasante majorité ce rituel du 14 juillet et apprécient leur armée. Mais jusqu'où adhère-t-il au réarmement ? Quels sacrifices budgétaires sommes-nous prêts à faire ? Et lorsque le prix du sang a été abordé par le chef d'état-major des armées en novembre dernier avec cette expression « être prêt à accepter de perdre ses enfants », il a provoqué un tollé. On a l'impression que l'opinion soutient la défense à condition de ne pas tout à fait payer le prix d'une guerre à haute intensité. Alors que signifie l'engagement aujourd'hui ? Les jeunes semblent moins réticents que certains de leurs aînés. Le service volontaire est-il une bonne piste pour préparer les esprits ? Bref, où en est aussi le réarmement moral de notre pays ? C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Et bonsoir Michel. Bonsoir. Nous vous écoutons. Ouais, écoutez, j'ai déjà donné 2 fois mon opinion, mais je suis prêt pour la 3e. Écoutez, moi je trouve que bomber le torse comme ça sous le grand soleil devant les Champs-Élysées, etc., avec 7000 hommes à déplacer, 7000 hommes à nourrir, 7000 hommes qui brillent avec des beaux vêtements et des beaux boutons, enfin, je trouve que c'est toujours... Ouais, allez, ça y est, on est prêt à jouer à la guerre, on est prêt à tuer, on est prêt à descendre des jeunes et on montre notre matériel avec des beaux camions et puis des bombes accrochées dessus, etc. Mais c'est quoi ça ? Moi, j'ai 77 ans, j'ai toujours entendu parler de plus jamais ça. Mais on est en plein dedans, on est toujours prêt à aller taper sur les autres ou à les aider avec du pognon, etc. Les autres qui ont envie de se battre. Mais normalement, c'est fini ça dans nos têtes. Vous dites, pardon Michel, vous dites on est toujours prêt à aller taper. Pour vous, c'est aller taper et pas forcément se défendre, par exemple ? C'est taper, aider. Enfin, je sais pas. Comme oui. C'est une cuisine absolument très très confidentielle et puis tellement pleine de mensonges que forcément qu'on sait pas le fin mot de l'histoire. Le but c'est de faire des obus, de faire des drones désormais parce que c'est à la mode le nouveau truc. Mais moi je dis que ce genre de journée, moi je supporte pas. Oui. Il y a des priorités sur les Canadair et on en a que 4 de commandés alors qu'il avait dit qu'il en commanderait 14 ou 16, je sais plus exactement. Enfin ça déjà plof coupe. Donc vous ne supportez pas ce défilé comme vous disiez tout à l'heure où on bombe le torse et où on joue à la guerre. Eh ben on va voir ce qu'en disent nos invités. Près de moi en studio il y a Martial Foucault. Merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques et directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Et puis nous sommes en ligne aussi avec Bénédicte Chéron. Bonsoir. Bonsoir. Historienne, professeure en histoire contemporaine à l'Institut catholique de Paris, spécialiste des questions militaires, auteur de Mobiliser, rétablir le service militaire, le grand malentendu, paru aux éditions du Rocher. Et puis il y a aussi Jean-Michel Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être en ligne avec nous, député Ensemble pour la République du Morbihan. Vous êtes président de la commission de défense à l'Assemblée nationale. Donc on entend Michel qui nous dit bomber le torse et jouer à la guerre, franchement, aujourd'hui, ça veut rien dire. Et j'en ai marre d'entendre ça. Est-ce que dans les enquêtes d'opinion, Bénédicte Chéron, Michel, il est plutôt majoritaire avec ce point de vue-là ou pas tant que ça ? Alors, pas tant que ça, mais c'est évidemment un peu plus compliqué que ça, parce que les enquêtes d'opinion, vous savez, elles comportent beaucoup de questions, et puis il faut les regarder un peu dans la durée et dans le temps long. En fait, ce qu'on observe, et je vais forcément simplifier un petit peu, c'est que les Français, globalement, perçoivent qu'il y a des menaces internationales, alors qu'il y a une menace à l'est de l'Europe, c'est évident, mais qu'il y a aussi évidemment des menaces qui viennent du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Donc ces menaces, elles sont plutôt perçues de manière très lucide et massivement perçues. En revanche, ce qu'on voit, et c'est quelque chose qu'on observe dans le temps long de l'histoire, c'est que ça n'est pas parce qu'on perçoit des menaces
qu'on considère que ces menaces doivent entraîner pour soi-même, pour la population française, des modifications dans la vie quotidienne, des sacrifices consentis sur des questions budgétaires, parce qu'en fait, les populations, historiquement, elles entrent dans des logiques de mobilisation à partir du moment où elles perçoivent une menace existentielle pour elles-mêmes. Et on voit bien que ces menaces, elles sont quand même des menaces diffuses, elles sont souvent qualifiées d'hybrides, même si le terme n'est pas complètement satisfaisant, mais pour les Français, elles ne relèvent pas de la menace existentielle de type militaire. Donc il y a des menaces perçues, mais ces menaces apparaissent quand même assez diffuses et lointaines, tandis que, et d'ailleurs Michel l'a évoqué, d'autres risques qui ne sont pas forcément des menaces politiques, par exemple le risque des incendies en ce moment même, apparaissent comme beaucoup plus proches dans la vie quotidienne, donc beaucoup plus urgents, appelant des réponses beaucoup plus urgentes. Et c'est là en fait qu'il y a toujours un hiatus entre le discours politique sur la défense et la manière dont une population le comprend, le reçoit dans sa vie quotidienne et dans sa vie ordinaire. Martial Foucault, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Bénédicte Chéron sur cette menace qui existe mais qui est quand même lointaine ? Oui, je rejoins ce que vient de dire Bénédicte Chéron. C'est vrai que la grande difficulté que l'on a, c'est comprendre à la fois comment les Français et dans d'autres sociétés, comment les citoyens perçoivent une menace, comment ils la reçoivent et est-ce que ça modifie leur représentation de ce que devrait être la priorité, par exemple, d'un État vis-à-vis de l'effort de défense. Et l'auditeur Michel, qui évoquait finalement ce 14 juillet comme pour lui un moment qui semble avoir perçu comme désagréable parce que peut-être excessif dans une démonstration de moyens militaires. Je dirais qu'il faut quand même rappeler deux choses. À la fois, ce 14 juillet, c'est aussi une forme de diplomatie de défense. Ce n'est pas simplement pour les Français, avec les Français et entre les Français. Un certain nombre de pays aujourd'hui ont pu regarder cette situation des moyens de défense français. Vous voulez dire que c'est un outil de dissuasion ? C'est un moment de dissuasion aussi ? C'est un travail où il faut effectivement faire passer un certain nombre de messages. Et autant pour des alliés non présents, puisque beaucoup étaient invités, mais pas tous. On pense aux États-Unis qui n'étaient pas présents, ou bien des adversaires, des compétiteurs, dont la Russie. Et ce que disait Bénédicte Chéron à l'instant est intéressant parce que, effectivement, je dirais que la guerre, puisque Michel évoquait cet élément-là en disant par le passé, on avait dit plus jamais cela. La guerre n'est jamais uniquement un phénomène militaire. C'est aussi, il faut le voir, si je convoque Marcel Mauss qui parlait de fait social total. D'une certaine manière, c'est le sujet, c'est quelles sont les représentations, les récits, les imaginaires qu'un 14 juillet peut convoquer. Et vous évoquiez dans votre propos d'introduction les déclarations du chef d'état-major des armées lors du congrès des maires en novembre 2025. Hier, Emmanuel Macron, le président, a également évoqué cette expression, le prix du sang. Absolument. Je redis précisément ce qu'il a dit, c'est important. Il a dit « Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre toujours et au prix du sang, s'il le faut. » C'est pour ça que la question, est-ce que les menaces suffisent à créer des prédisposition à modifier nos représentations sur l'état du monde. Parce que le monde change, on l'observe presque jour après jour, il y a des recompositions, et donc la question des menaces qui n'étaient pas présentes dans le débat public il y a à peine 15 ans, aujourd'hui elle est présente, et de nouvelles menaces apparaissent, et elles impliquent, je dirais, et je finirai par là, je dirais deux types de préparation d'un État comme la France. On peut se poser quelles sont les institutions, quels sont les récits, quelles sont les mémoires, voire même les formes de solidarité qui permettent encore de faire tenir un collectif confronté à l'épreuve de la guerre. Parce que c'est ça, cette question qui est posée. Et donc, qui dit de la guerre, dit aussi nécessairement de la mort. Et aujourd'hui, on voit bien que le président de la République et un certain nombre de responsables politiques essayent de préparer à cette éventualité. Mais, et le deuxième et dernier point, c'est pas un objectif de guerre
qui doit être compris, c'est la recherche de la paix. Et cette recherche de la paix doit mobiliser, doit préparer. Quand on voit la société ukrainienne, la manière dont elle s'est rapidement mobilisée, eh bien, ça interpelle, ça interroge. Et aujourd'hui, la France essaye de regarder dans cette direction. Alors maintenant, on va évoquer les moyens budgétaires, justement. Avec Dominique, bonsoir. Bonsoir France Inter, bonsoir à vos invités. Votre invité vient de dire en substance que les États-Unis étaient absents. Alors, est-ce que nous allons avoir parlé de l'Union européenne? Est-ce que nous avons toujours besoin des États-Unis? Alors, faut-il que l'Union européenne, qui a certainement les moyens financiers de se doter d'une défense, y a-t-il une volonté politique justement de pouvoir à ce que l'Union européenne puisse se doter d'une défense, pardon. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Là, je m'adresse à vous, Jean-Michel Jacques. Oui, la volonté est là, et c'est ce qui explique d'ailleurs toute cette diplomatie qui a été mise en œuvre par le président Emmanuel Macron. Et on peut remonter au moment où il parle de la boussole stratégique, il y a plusieurs années, où il propose déjà aux partenaires européens d'avoir une vision stratégique commune, parce que la base commence par là. Mais après, la France, déjà depuis longtemps, fait en sorte de pouvoir mener de façon autonome et sans l'appui des Américains ou d'autres alliés, sa propre politique de défense. Et ça se traduit, entre autres, à travers la dissuasion nucléaire. Vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle décide de lancer les travaux pour pouvoir avoir une dissuasion nucléaire propre à la France et ainsi être maître de son destin et de sa protection. Et en parallèle, la France décide de faire ses propres équipements militaires, et nous sommes une des rares nations qui est capable de faire ses propres équipements. Mais pour répondre à la question de notre auditeur, bien entendu, maintenant nous sommes face à des superpuissances. Je pense bien entendu à la Russie avec son agression sur l'Ukraine, à la Chine qui elle-même aussi, développe des ramifications, en tout cas pour maîtriser un certain nombre de schémas économiques de plus en plus, et qui essaye de dominer les mers. Actuellement, la Chine construit une marine française tous les 4 ans. C'est pour vous dire à quelle vitesse elle avance. Et les États-Unis, qui eux sont totalement instables. Donc il faut effectivement, comme dit notre auditeur, que l'on s'organise à l'échelle européenne. Ça, c'est indispensable. Et il y a une volonté politique qui avait été portée par le président Macron, mais qui est tout de même... Qui est largement partagée oui, aujourd'hui. On le voit à travers la coalition des volontaires, d'ailleurs. Oui, Bénédicte Chéron. Oui, là encore, alors je suis désolée, les historiens ont tendance toujours à pointer les difficultés, les hiatus, en regardant un peu ce qui s'est passé dans le passé. Mais c'est vrai qu'en fait, on voit qu'il y a aussi cette difficulté des États européens, qui sont des États démocratiques, pour la plupart des démocraties libérales, et qui se trouvent aussi dans des situations intérieures qui ne sont pas si simples que cela à manier, et dans des contextes, et cela rejoint aussi la question de Michel tout à l'heure, où il y a aussi une défiance envers les autorités politiques de la part des populations. Alors c'est inégal selon les pays d'Europe, mais c'est quand même une donnée du sujet. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des volontés politiques au niveau des États, mais elles se heurtent à 2 difficultés du temps long. La première, c'est cette question des populations, c'est-à-dire que ces autorités politiques ne peuvent pas faire sans leur population, et que les discours verticaux ne produisent pas toujours les effets attendus sur les populations. Ils ont même parfois des effets contraires quand il y a de la défiance envers les autorités politiques. Et puis la deuxième difficulté, c'est que les États européens et les populations aussi se projettent en fait toujours dans des cadres militaires et qui sont des cadres nationaux. Et on sait bien que ces cadres nationaux, ils pèsent parce qu'ils s'inscrivent dans des logiques du temps long, dans des logiques historiques, dans des logiques mémorielles, également dans des logiques territoriales, et que la perception de la menace, elle ne modèle pas du tout les sociétés de la même manière à l'est ou au nord de l'Europe qu'elle ne les modèle à l'ouest ou au sud de l'Europe. Oui, et donc, bien sûr. Il y a cette volonté politique, mais qui doit arriver à conjuguer en fait des volontés qui se situent souvent au niveau haut des États avec des réalités de la vie des sociétés qui ne sont pas toujours concordantes. Oui, Jean-Michel Jacques.
Oui, moi je pense que la population française, pour rester concret, réagit déjà et sent cette menace. En fait, elle l'a très bien senti au début de la guerre d'Ukraine, avec les problèmes d'énergie, ensuite avec ce qui s'est passé en Iran et donc les pénuries d'essence. Les problèmes alimentaires qu'on a pu avoir aussi dans un second temps à travers l'agriculture, par exemple, je pense à l'Ukraine. Les Français le sentent. Moi, j'ai fait une réunion suite à la revue nationale stratégique qui redéfinit toutes les menaces qui pèsent sur la France. Oui. Et donc, j'ai fait un débat public. Et qui donne la doctrine, en fait. C'est un peu la feuille de route des autorités, la revue nationale stratégique. Oui, c'est l'analyse des menaces et des objectifs pour contrer ces menaces. Oui. Eh bien, j'ai rempli une salle, pourtant dans une petite ville de province, mais c'est pour vous dire que à l'heure actuelle, les Français sentent qu'il se passe quelque chose. Et il ne faut pas sous-estimer les peuples. Les peuples réagissent aussi et sentent les choses. Il y a une intelligence collective. Et moi, je vois que même l'acceptation du budget, on a doublé. Je voulais qu'on y vienne. En l'espace de 10 ans. Et ça a été accepté par les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Ça a été accepté. C'est vrai que la loi au Sénat. Pardon. Mais les Français l'acceptent aussi. Voilà. Mais alors, pas forcément ceux qui nous écoutent en ce moment. Alors c'est vrai qu'il y a eu un consensus. La loi est passée, la loi de programmation militaire est passée très facilement l'autre jour au Parlement. Mais là, on a Pierre, par exemple, sur WhatsApp, qui nous dit pas d'argent pour la santé ni pour l'enfance en danger, pas d'argent pour la culture et l'éducation, une dette sans fonds à rembourser, mais des milliards pour un nouveau porte-avions. On ressent comme un profond malaise. Vous l'entendez ça, Jean-Michel Jacques ? Oui, mais en période de disette budgétaire, c'est compliqué. Bien sûr, mais vous savez, on pourrait entendre d'autres, mais pour répondre à cette question, il ne peut pas y avoir de santé, ni d'éducation, ni de culture sans qu'il y ait une protection. Le premier besoin d'une nation pour exister, pour fonctionner, c'est de se protéger. Dès que les hommes se sont organisés, tout de suite, ils ont mandaté d'autres hommes pour les défendre, pour pouvoir prier, pour pouvoir faire de l'agriculture, pour pouvoir enseigner, sans quoi c'est impossible. Et donc, très vite, la réalité, de toute façon, fait que si nous voulons un modèle de société tel que l'on a, et que je soutiens, une belle république, une belle démocratie, eh bien, il est indispensable d'avoir des moyens de protection. Donc, bien entendu qu'on peut opposer toujours un à l'autre, mais n'empêche que dans la hiérarchie des besoins, le premier besoin d'une nation, c'est de se défendre. Mais c'est quand même 436 milliards d'euros d'ici 2030, alors qu'on a une dette colossale. Donc, je peux comprendre que parfois, ça ne passe pas, Martial Foucault. Non, c'est un débat qui n'est pas nouveau. La question de l'acceptabilité sociale d'un effort plus important dédié à la défense, aux forces armées. Je dois dire que ce que vient de dire à l'instant le président de la commission des forces armées à l'Assemblée nationale est vrai, c'est-à-dire que on est dans un régime aujourd'hui où les États modernes se sont constitués sur le principe de la souveraineté, et une des garanties données à cette souveraineté, effectivement, c'est le principe régalien d'une défense. Et on n'est pas sorti de ce modèle, avec beaucoup malgré tout de différences d'un État à un autre. On parlait tout à l'heure des États-Unis, on voit que le modèle américain est encore beaucoup plus ample, beaucoup plus important en termes d'investissement financier. C'est pas le cas de la France, et donc il y a ce mouvement. L'effort est considérable, passer de 2 à 3,5% du budget de défense exprimé en PIB, c'est un effort considérable. Et donc effectivement, le sujet en temps de prospérité économique, cette allocation du budget sur un effort plus important pour la défense provoquerait certainement moins, je dis pas de résistance. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du consentement à l'impôt ? Vous voyez ce que je veux dire ? On parlait tout à l'heure de l'opinion publique. Il faut regarder aujourd'hui, dans différentes enquêtes, quelles sont les préoccupations des Français. Et c'est vrai qu'on observe, même après février 2022, la situation de l'Ukraine était montée très haut, mais encore derrière des questions liées à la situation politique du pays, le pouvoir d'achat, l'éducation et la santé. Et l'environnement un petit peu plus loin, immigration un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, la grande difficulté, c'est comment, je dirais, le pouvoir exécutif et législatif parviennent à faire correspondre des priorités très très hautes avec un effort financier éloigné.
Et donc, ce sujet que vous évoquiez, de l'acceptabilité sociale, c'est clairement l'élément qui pourrait conduire à une véritable tension, voire même peut-être, on disait tout à l'heure que les Français sont conscients des menaces et donc sont prêts à accepter un mouvement vers plus de défense. Mais si cela doit se traduire par des sacrifices, notamment budgétaires, et donc en termes économiques et personnels, doit se traduire par des renoncements, je crains que l'acceptabilité sociale soit un frein à ce réarmement. Là, on parle budgétaire. Il y a un réarmement qui est, je dirais, dans toute la société, qui est beaucoup plus moral et qui, celui-ci, ne demande peut-être pas les mêmes efforts budgétaires que le renouvellement d'un certain nombre d'équipements. Jean-Michel Jacques, vous souhaitiez intervenir. Oui, j'aurais voulu préciser tout de même que dans ces dépenses, il faut être conscient que la plupart de ces dépenses rejaillissent sur le territoire français. Je m'explique. Comme je vous le disais tout à l'heure, le général de Gaulle décide de faire la direction générale de l'armement et décide qu'on ait nos propres équipements, ce qui fait que l'argent public français est dépensé en France essentiellement. Par exemple, pour le nouveau porte-avions, le France Libre, vous savez, qui vient d'être baptisé il n'y a pas longtemps. Il vaut 10 milliards d'euros. Sur ces 10 milliards d'euros, il y a 90%, c'est-à-dire 9 milliards, qui retombe sur l'économie française directement et partout en France. On pourrait se dire ça va être à Toulon, à Brest ou sur les côtes ou à Lorient. Non, pas que, jusqu'à Belfort, même au centre de la France, parce qu'il y a un tas de pièces dans ce porte-avions qui sont faites par des industriels, par des petites entreprises françaises. Et donc, dans cette idée d'acceptabilité de la dépense, il faut aussi comprendre que c'est une dépense très particulière parce qu'elle rejaillit aussi dans les territoires français. Il y a des industries qui travaillent, des industries de la défense qui sont puissantes et qui portent quelques milliers d'emplois dans notre pays. On va repartir au standard. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec la caricature qu'a fait Michel tout à l'heure, parler des bombes de torse. Le premier auditeur, oui. Oui, parce que là, les menaces qui ont été bien dites tout à l'heure avec vos invités, les menaces contre notre système est énorme. Et si nous ne réagissons pas, on va être dépassé par les événements. Il faut penser que le conditionnement mental qu'est en train de faire Poutine sur les enfants en Russie est en train de conditionner des futurs citoyens russes qui seront a priori des ennemis de notre civilisation, des ennemis des valeurs de notre civilisation. La quantité de prisonniers politiques qui sont en prison en Russie et en Chine et ailleurs, ça montre bien que la liberté, ce n'est pas une valeur promue pour toutes ces nouvelles puissances politiques. Oui. Et donc, nous devons réagir. Hélas, à un moment par les armes et surtout par rehausser la culture, rehausser les désirs, l'appétit, de savoir échanger, de savoir donner, protéger les plus faibles, de protéger les droits des femmes, etc., etc. Chose que dans d'autres pays, ça ne se fait pas. On est en train de reculer. Absolument. Alexandre nous dit, merci Alexandre, nous dit, la menace est énorme, Bénédicte Chéron. Elle est plus grave que jamais. Alors, la question du diagnostic des menaces, évidemment, il fluctue dans le temps et il y a effectivement des moments d'accélération des tensions, d'amplification des tensions et il paraît assez clair qu'on est dans un de ces moments-là. On est dans ce moment d'accélération, clairement, depuis le début de la guerre en Ukraine. Et c'est bien ce qu'on entend de la part des auditeurs, c'est qu'en fait, il y a vraiment une question de diagnostic qui est politique et qui, en fait, effectivement, en démocratie, ramène du clivage politique et du clivage idéologique, ce qui est parfaitement normal. Et en fait, il n'y a pas de moment dans l'histoire où l'hypothèse de la guerre, parce que c'est bien de ça qu'on parle, ne soulève pas du clivage politique et idéologique, parce que la guerre est par essence quelque chose de très clivant sur le plan politique et idéologique. Donc il y a ce débat qui existe, et puis qui est sous-tendu aussi par des débats très marqué au XXe siècle, sur des confrontations de modèles, où doivent aller les dépenses sociales, les dépenses de défense, etc. Donc, comme le disait Martial Foucault, ça n'est pas un modèle nouveau, un débat nouveau. En revanche, ce qui le rend peut-être aussi aujourd'hui plus exacerbé et qui peut-être aussi renouvelle un peu les clivages qui sont à l'œuvre dans notre débat démocratique, c'est que ce débat, il s'opère dans un moment où la France et d'autres pays ouest européens sont dans des situations budgétaires extrêmement contraintes.
Or, on sait bien que pour peser sur le cours des choses à l'échelle internationale, les États n'ont pas seulement besoin de moyens militaires, ils en ont besoin, mais ils ont aussi besoin de la puissance économique, de la puissance démographique, de la puissance culturelle, de la diplomatie, etc. Et on voit bien que dans un moment de contrainte budgétaire, forcément, cette question-là de l'acceptabilité se pose de manière beaucoup plus aiguë que dans des moments où on est dans des positions de puissance budgétaire, de puissance démographique, de puissance culturelle. Donc c'est aussi une des difficultés, et c'est probablement aussi ce qui explique que même s'il y a un intérêt pour ce sujet, la question de l'acceptabilité sociale se pose parce qu'elle ne rencontre pas seulement un écho dans des populations, dans des franges de la population qui sont plutôt idéologiquement, par principe, antimilitaristes ou opposées aux logiques d'alimentation des budgets de défense, mais qu'elle se perçoit aussi, cette inquiétude, dans des populations qui simplement perçoivent bien qu'on évolue à budget contraint et que donc les sacrifices ne sont pas totalement secondaire. Martial Foucault. Oui, pour reprendre les arguments d'Alexandre, effectivement, je crois que ça serait un déni de considérer que nous ne sommes pas entrés dans une période où les menaces sont plus nombreuses, très difficile parfois à saisir, parce qu'on a une recomposition des relations internationales. Ça pose la question de la solidité des alliés, et notamment de l'alliance de l'OTAN. On voit aujourd'hui les désaccords assez profonds avec notamment les États-Unis, mais pas seulement. C'est le cas également avec la Turquie. Il y a eu des moments très compliqués entre le président de la République et le président Erdogan. Et je crois que ce qu'évoque Alexandre est très intéressant, c'est que est-ce qu'aujourd'hui ces menaces portent atteinte à des intérêts économiques ? C'est la logique des intérêts, et donc on pourrait se dire il y a eu des phénomènes de crise très tendus, mais qui correspondaient à des enjeux d'intérêt économique. Aujourd'hui, ces enjeux d'intérêt économique sont toujours présents, mais je crois que la question est véritablement posée autour de la relation avec la Russie, avec la Chine, peut-être l'Inde dans quelques années. Les fameux, je dirais, pays du Sud, les BRICS du Sud, est-ce que ce n'est pas tout simplement un modèle, ça a été évoqué par Bénédicte Chéron, et un modèle démocratique et nos valeurs ? Et dans nos valeurs, je crois qu'on assiste à vraiment une période pour laquelle il faut rester très prudent, mais on a connu 40 années d'un développement accéléré, un modèle de mondialisation, une société très post-matérialiste, où alors on s'affranchissait des hiérarchies, on privilégiait l'autonomie, c'était l'indépendance des individus qui était un modèle prôné. Et aujourd'hui, dans l'individualisation. Exactement. Et aujourd'hui, on demande d'arrêter tout cela, de faire marche arrière et de penser la solidarité face à des menaces qui touchent au bien commun, parce que je rappelle, la sécurité des peuples, c'est un bien commun. Et donc les moyens dédiés à cette garantie de sécurité commune, il y a entre autres les moyens de défense. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut qu'on apprenne à penser autrement, en fait, en ce moment, face à ces menaces hybrides de quelques pays qui sont beaucoup, beaucoup plus puissants que nous. Qu'est-ce que vous en dites, Bénédicte Chéron ? Oui, et il y a vraiment une question de reconfiguration politique et sociale large qui se pose, parce qu'effectivement, il faut avoir conscience quand même que le virage de la parole politique, il s'effectue sur certains sujets, et y compris en France, à 180 degrés par rapport à un certain nombre de discours qui ont été tenus dans les décennies précédentes, et pas par des autorités politiques qui étaient franchement révolutionnaires ou antimilitaristes, où il y avait quand même, on a beaucoup entendu, y compris en France, malgré notre dissuasion nucléaire indépendante de celle des États-Unis, à partir des années 80, il est expliqué aux Français qu'on peut réduire les budgets de défense parce qu'on dispose de 2 garanties, de 2 assurances-vie. Alors la dissuasion nucléaire, et c'est vrai qu'on y consacre des budgets conséquents, et c'est vrai qu'elle est indépendante des États-Unis, mais aussi le grand allié américain. Et en fait, c'est là aussi que depuis la réélection de Donald Trump pour un second mandat, il y a une bascule du discours politique qui est extrêmement brutale. La difficulté, c'est que les populations et les sociétés sont des bateaux avec une certaine force d'inertie. Mais oui, quand même. Il faut que ça infuse quand même. Hein. Voilà, il ne suffit pas que le discours politique bascule, surtout dans des contextes de défiance envers les autorités politiques. Et je pense que c'est vraiment une donnée du problème qu'il faut prendre en compte pour que les sociétés suivent et aillent à rebours
d'un certain nombre de discours et de récits qui les ont fait vivre pendant plusieurs décennies. Donc vous voulez dire que c'est aussi pour ça... Quand on parle de cette question de reconfiguration du débat public qui est à l'œuvre. Pardon, Bénédicte Chéron, est-ce que c'est aussi pour ça que la phrase du général Mondon a autant choqué en novembre dernier, quand il parlait, il disait qu'il fallait être prêt à accepter de perdre ses enfants? Oui, il faudrait beaucoup de temps pour en parler parce qu'en fait, elle vient aussi, cette phrase, il y a évidemment cette question de mots qui opèrent dans un moment particulier de l'histoire française du débat politique, mais ils viennent aussi, ces mots, charrier toute une mémoire nationale, toute une mémoire des guerres mondiales. Oui. Et on oublie souvent à quel point les deux guerres mondiales continuent de structurer les représentations que les Français ont de la guerre. La France a été un champ de bataille pendant ces deux guerres mondiales, donc ça pèse énormément, c'est-à-dire que quand on parle de perdre des enfants, l'image qui vient, c'est celle des tranchées, c'est celle de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, je pense que ça joue évidemment. Et puis il y a une question aussi, qui est qu'en fait, cette question de l'acceptation de la perte des enfants, elle renvoie très profondément à un débat politique. C'est-à-dire que, in fine, la question est celle du projet politique dont la communauté des citoyens veut se doter et dont elle veut se doter pour exister sur la scène internationale. Et on voit bien là, si on peut ouvrir sur les mois qui viennent, que ça doit être une question qui doit être posée dans la campagne présidentielle à venir, parce que la question du consentement à l'impôt, la question du consentement éventuellement à des adaptations de nos habitudes de vie quotidiennes très concrètes. Il y a eu ce débat pendant la LPM sur la question de l'état de sécurité nationale. Est-ce qu'il faudrait revoir nos temps de travail dans certains secteurs, etc. Ça appelle vraiment un débat politique dans lequel les citoyens peuvent exercer leur libre arbitre de citoyen. Oui. Qu'est-ce que vous en dites, Jean-Michel Jacques, puisque vous êtes président de la commission de défense à l'Assemblée ? Oui, alors en complément de ce qui vient d'être dit par rapport au propos du général Mondon sur la perte de nos enfants, oui. Il peut y avoir différents formats, si je puis me permettre ce mot maladroit, mais en fait, on a une armée de métiers. D'ailleurs, la France a une armée qui fait des guerres depuis plusieurs décennies, et même la génération actuelle, la 4e génération du feu, sort encore de différents conflits. Et donc, il peut y avoir des combats aussi avec une armée de métiers. Et donc des gens volontaires aussi pour partir au combat dans le but de faire en sorte que la prospérité, le quotidien de nos concitoyens soit équilibré. Parce que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, une puissance économique, pour qu'elle puisse être forte, il faut bien entendu une diplomatie, mais tout ça, si ce n'est pas adossé à une défense, à une armée, eh bien ça ne marchera pas. On n'a jamais vu une puissance qui est uniquement économique. Qui ne soit pas aussi une puissance militaire, c'est ça. Mais oui, parce qu'à un moment, quand arrive le droit international est bafoué, où les règles sont cassées, on impose quelque chose à l'autre. Le seul moyen pour une nation de rétablir les choses, c'est quand même la force armée. C'est donc, ce que disait Emmanuel Macron hier. Et Emmanuel Macron, hier, dans son discours aux armées, disait « Pour être libre, il faut être craint, être puissant ». C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est exactement ça. Et si vous me permettez, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Alexandre, que je trouvais vraiment très bien. C'est qu'il est parti aussi sur le champ plus des valeurs, entre guillemets. Donc là aussi, il peut y avoir du débat politique, mais on peut quand même s'orgueillir de dire que la France porte quand même un champ de valeurs, et l'Europe aussi, important. Nous sommes de belles démocraties où les peuples peuvent s'exprimer, où il y a cette idée d'égalité, et donc on a quand même face à nous des blocs, des superpuissances totalitaires qui ne voient pas les choses du tout de la même façon. Et donc, un moment, je pense que c'est bien aussi de ne pas parler que d'économie, mais de parler un moment de ce que l'on veut de faire de notre société. Et si on veut rester une société libre, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas gratuit. Une société libre doit pouvoir se défendre et doit pouvoir, si besoin, pour garder sa liberté, eh bien, peut-être perdre des enfants de métier, des soldats de métier, ou plus, si besoin. Je vous propose de repartir une dernière fois au standard, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Bonsoir, Eliane. Oui, bonsoir. Je ne sais plus si... ma question est peut-être un peu hors sujet. Je vais juste me contenter de vous faire ce commentaire, parce que la nouvelle mise en place du service militaire
pourrait-il contribuer finalement à l'acceptation, on va dire, de la nation, de la population en France, de cette nécessité d'une contribution à la défense, dans une conception de défense populaire, enfin du moins celle qui a été la mienne il y a des années et sur laquelle j'ai beaucoup évolué. Voilà, oui, mais c'est une excellente question, Eliane, qu'on va poser à Martial Foucault. Oui, le nouveau service militaire, là... La genèse et les motivations sont certainement nombreuses, et je pense que Bénédicte Chéron, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, pourra dire peut-être davantage, mais moi je retiens 2 éléments. Le premier, c'est que tous les sujets que l'on vient d'aborder montrent bien que dans cette période, il ne faut pas qu'un fossé se creuse entre à la fois ce qu'est la volonté politique, l'agenda d'un exécutif, voire d'un législatif, et le reste de la société. Et la période Covid est, à mon sens, très intéressante pour comprendre comment, dans des moments de tension où on va demander des efforts inhabituels, eh bien, on parvient à faire en sorte que la feuille de route soit comprise et acceptée. Et donc, sur la question du service national, il est évident que le service national volontaire n'a pas vocation à recréer une armée de conscription. Ça n'a rien à voir. Voilà, près de 170 000 militaires professionnels d'actifs qui sont engagés et ont été engagés dans des opérations extérieures. Mais il y a à côté, finalement, un maillon qui manquait peut-être, parce que le président de la République, vous vous souvenez, avait proposé de voir la réserve opérationnelle des citoyens qui, entre 17 et 40 ans, peuvent s'engager, avec un objectif de 105 000 Français d'ici 2035 dans cette réserve qui peut être mobilisée quelques jours ou en cas de conflit plus longuement. Mais ça ne permet pas peut-être d'irriguer l'ensemble de la société et en particulier les plus jeunes pour qui l'engagement derrière ce service national volontaire est une manière aussi d'adhérer, on vient de l'évoquer, à un socle de valeurs, et ils considèrent que rejoindre les armées, c'est peut-être un moment de leur vie et non pas comme par le passé où on pouvait s'engager pendant toute une carrière. Parce que l'engagement chez les jeunes, Bénédicte Chéron, c'est quelque chose qui compte en ce moment, ça on le voit dans les enquêtes d'opinion. Alors l'engagement en général, dans la vie associative, dans des formes civiles, dans le service civique, etc., en fait, il se porte plutôt bien. Plutôt, il faudrait pouvoir même l'alimenter un peu et ouvrir un peu effectivement les possibilités. Il est vrai qu'en déclaratif, dans les enquêtes qui sont menées, il y a beaucoup plus de jeunes Français aujourd'hui qui se disent enclins à un engagement de type militaire qu'il y a 20 ans. Ça a complètement changé, vraiment. Les jeunes Français d'aujourd'hui sont globalement, alors évidemment, ce sont des chiffres globaux, mais plus patriotes que la classe d'âge qui avait 20 ans en l'an 2000. Ça paraît très net. C'est une génération moins optimiste aussi sur la paix dans le monde, sur la possibilité d'une paix universelle. Donc ça joue évidemment. La difficulté, c'est qu'entre la déclaration et l'engagement réel, il y a toujours un pas, évidemment, qui n'est pas simple à franchir, et que la proportion réelle de chaque classe d'âge qui franchit le pas d'un engagement militaire, elle n'est pas extensible à l'infini. Donc les chiffres aujourd'hui du service national tel qu'il est proposé, à 3 000, puis 10 000, puis 15 000, 20 000, ce sont des chiffres... Ça va monter très très doucement, de toute façon. Voilà, c'est-à-dire qu'après 50 000, c'est sans doute des chiffres un peu idéalisés. Et in fine, il faut surtout se rendre compte d'une chose, c'est qu'il ne faut pas exagérer les effets des dispositifs et même des services militaires sur la capacité des populations à se mobiliser. Parce que ce qui fait la mobilisation d'une population, le plus souvent quand même, c'est la question d'une adhésion à un projet politique suffisamment fédérateur et les circonstances, en fait, aussi, évidemment, historiques, les menaces et les risques qui se déploient. Et on va en rester là. Merci pour cette conclusion. Merci beaucoup, Bénédicte Chéron. Merci aussi à Martial Foucault et à Jean-Michel Jacques qui étaient en ligne avec nous. Merci aussi à ceux qui ont fabriqué cette émission ce soir. Marius Sériès, Pierre de Certaine à la programmation des invités, Baptiste Piquet à la documentation et à la technique, Arnaud Caillet et Mélissa Etroy.